Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce huitième épisode de la saison 1 des webinaires logistiques réalisés donc, par Synco Consulting France. Bienvenue pour ce nouveau séminaire. Nous allons parler aujourd'hui des indicateurs de pilotage pour atteindre l'excellence opérationnelle au niveau de nos activités logistiques et transport. Un petit mot d'abord, si vous voulez bien, sur Synco Consulting, comme on le fait de manière habituelle. Synco Consulting, cabinet d'origine italienne, présent sur le marché français depuis quelques années. Nous faisons au niveau du groupe 2 200 000 € de chiffre d'affaires pour une quarantaine de collaborateurs et on a pu traiter plus de 2000 projets pour quelques 500 clients depuis 1981, donc bientôt 40 ans, l'ouverture de l'entreprise. Nous sommes orientés sur les projets d'entrepôt à 70% de notre chiffre d'affaires, 22 autres % d'autres sujets donc, liés à la supply chain et 10% dédiés sur la partie formation. Comme d'habitude, vous aurez la possibilité à la fois de charger cette présentation, à la fois de revisualiser la vidéo en replay. Et comme d'habitude, vous aurez la possibilité de poser vos questions à travers donc, votre écran sur la fin, plutôt sur la fin du webinaire. Quelques clients significatifs de Synco Consulting pour lesquels donc, nous avons réalisé des projets intéressants, tous encore une fois autour des thématiques logistiques et supply chain, qu'on retrouve ici avec les principaux noms. Et donc, on peut voir que nous avons traité jusqu'à présent une petite trentaine de projets sur la France, sur une dizaine de sites différents, ce qui montre que nos clients nous font confiance et nous redonnent des dossiers quand on a terminé donc, un premier projet qui est plutôt un site de qualité avec des activités de conseil. Dans le détail, l'offre Synco Consulting, encore une fois, tout ce qui va tourner autour de la logistique et la supply chain, donc l'organisation de réseau de distribution avec les schémas directeurs, les master plans et les aménagements d'usines et d'entrepôts, évidemment, tout ce qui va toucher à des flux physiques, flux d'information, la partie logistique d'entrepôt dont on va parler aujourd'hui, ainsi que la partie externalisation des transports et des entrepôts, puisque quand on externalise, il faut bien suivre un contrat. Et donc, dans le focus, la conception de systèmes, tant donc de manutention interne, des conceptions d'organisation avec des niveaux d'automatisation, une notion de simulation de flux, simulation dynamique des systèmes. On a parlé déjà dans un des webinaires de la partie amélioration continue, et puis tout ce qui va être lié donc, au système d'information, WMS, TMS, ERP, et toutes les interfaces à mettre entre ces systèmes. Nous traitons également tout ce qui est prévision de la demande, gestion de stock, tout ce qui va être attaché à du ligne de production, en ligne d'entrepôt que l'on fait également avec une méthodologie bien rodée. Et puis nous avons un catalogue d'une quarantaine de titres de formation que nous sommes potentiellement en mesure de vous apporter, soit sur des formations intra, soit sur des formations donc, mixtes des différentes entreprises. Le programme du jour, donc, c'est les indicateurs pour atteindre une excellente logistique ou une excellence opérationnelle, comme on dit beaucoup. On va l'avoir en plusieurs étapes, comme je vous propose d'habitude. D'abord, finalement, mesure et indicateur de performance. Quelle définition on met sur ces termes? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme indicateur en matière d'entreposage et de transport? Il y a la partie exécution du service également, et puis donc toute la partie système de contrôle de performance. Quand on parle d'indicateurs, on va parler d'indicateurs de suivi, on va parler d'indicateurs de performance, on va parler d'indicateurs contractuels. Ça peut être le même indicateur qui va nous permettre soit de suivre la performance d'un sous-traitant, soit de suivre notre propre performance en termes de clients, soit de suivre un niveau d'activité tout simplement. Et donc, ces différents indicateurs, on va les aborder peut-être différemment selon l'objectif qu'on va se fixer à travers ces indicateurs. Pourquoi? Parce qu'on le verra, à chaque indicateur doit correspondre à un objectif. Il ne s'agit pas de faire des indicateurs pour juste montrer des indicateurs.
Une fois n'est pas coutume, je vous propose un petit quiz aujourd'hui avec la possibilité de répondre pendant le webinaire et donc on discutera de la réponse à l'issue et à la fin du webinaire. Il n'y a rien à gagner, je vous le précise, mais ça permet une petite introduction donc, au niveau de la thématique du jour. Nous avons le cas ici d'une commande d'un client qui va commander, c'est d'actualité, des masques de plongée, des masques et des tubas. Il commande 50 bleus, 50 oranges. L'entreprise alors s'approvisionne ou produit, ou les deux, assure sa préparation, va livrer le client. Manque de chance, il va manquer un lot de masques et tubas orange, puisqu'on va livrer 50 masques et tubas bleus et 49 masques et tubas orange. Parmi les indicateurs les plus répandus dans les entreprises, on va analyser donc un taux de service. Et donc, ma question, c'est sur ce cas de figure, finalement, quel est à votre avis le taux de service qui va être calculé pour juger de la performance donc, de ce fournisseur. Encore une fois, on commande 50 masques et tubas bleus, on en reçoit 50. On commande 50 masques et tubas orange, on en reçoit 49. Je vous laisse un petit peu cogiter. N'hésitez pas, donc, à travers la possibilité notamment de poser des questions, de mettre un petit chiffre avec un petit pourcentage pour estimer et calculer par vous-même ce taux de service. Plus sérieusement, les indicateurs, donc, à quoi ça sert finalement et surtout pourquoi est-ce qu'il faut en faire. Parce que sans indicateur, la direction, généralement, va se consacrer plutôt majoritairement à la production et, j'allais dire, au commerce. Et finalement, peu d'éléments entre les deux. Alors, il se passe plein de choses, notamment en termes, quand on discute du niveau supply chain, en termes logistiques et autres, il y a pas mal d'éléments qui ont des impacts directs sur les flux financiers et qui pourraient être importants à suivre au niveau donc, de l'entreprise. On peut avoir une stratégie qui va plus sur la quantité que sur la qualité. Or, si on ne produit pas de la qualité, au bout d'un certain temps, on risque de mettre à mal, évidemment, la réputation et le business model de l'entreprise. La phrase, le point suivant, c'est pas de crise, pas de décision. Bien souvent, quand tout va bien, tout va bien et on laisse aller et on ne met pas d'indicateur en place, ou peu. Et c'est seulement quand on constate un problème qu'on va commencer à mettre cet indicateur en place. Or, un indicateur qui est vert peut être lui-même composé d'éléments, de composantes qui peuvent être soit au vert, soit à l'orange, soit peut-être même au rouge, mais qui sont masqués dans la globalité par les indicateurs qui vont bien. Donc voilà, c'est pas parce que ça va bien qu'on n'a pas à mettre en place des indicateurs. Et puis, on peut avoir aussi des décisions réactives et non proactives, on le voit souvent. On a une réclamation client, on a une anomalie, mais on va gérer cette anomalie, on va prendre des décisions réactives qui vont venir en réaction après l'anomalie, alors qu'on aurait pu peut-être avoir des indices, donc des indicateurs, indicateurs, on est sur la même racine de mots, qui auraient pu nous faire paraître et nous faire percevoir ce risque d'anomalie. Au global, si on n'a pas d'indicateur, on tend vers une inefficacité, une augmentation ou une non-maîtrise des coûts, une direction qui n'est pas suffisamment informée de ce qui se passe et de la performance de ses services, et puis peut-être des occasions manquées d'aller chercher du business ou d'aller rassurer un client en moment donné. Au global, c'est la perte de compétitivité pour l'entreprise. Alors, évidemment, on ne parle pas d'indicateurs sans parler de Deming, un ingénieur essayiste, conférencier, qui nous dit bien, si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le gérer. Deming qui, rappelons-le, donc a mis en place, a proposé ce modèle de roue, c'est la roue de Deming, on l'appelle, PDCA, Plan, Do, Check, Act, en français planifier, faire, vérifier, agir. On mène une action, on va la planifier, on va la mettre en place. Pour la planifier, évidemment, il a fallu mettre en place des indicateurs pour identifier cette action. Une fois qu'elle est en place, on va vérifier, on va faire 2 vérifications. On va vérifier qu'elle correspond bien à ce qu'on a souhaité mettre en place et qu'elle correspond bien finalement à l'attente et au besoin initial de la mise en place de cette action. Et puis, on agit ou plutôt on réagit puisqu'on va affiner
cette action qui a été mise en place en fonction du résultat du check. Une petite cale qui évite la roue, puisque la roue est plutôt montante, hein, donc dans une logique d'amélioration continue, comme on a pu le voir lors d'un précédent webinaire. Et puis donc la petite cale qui garantit qu'on ne redescend pas à travers donc le système de management de la qualité. Encore un point, si vous voulez bien, une citation, donc le président et PDG de General Electric entre 1980 et 2001. Vous obtenez ce que vous inspectez et pas ce que vous attendez. Voilà, donc c'est une phrase un peu à cogiter. On peut compléter par la confiance n'exclut pas le contrôle, par exemple, avec la mise en place d'indicateurs bien présentés, bien alignés. Nos indicateurs vont pouvoir emmener nos collaborateurs vers la performance et bien leur expliquer que c'est pas pour l'expliquer ou on est vraiment sur une notion très très professionnelle de l'indicateur. Alors, pourquoi est-ce qu'on mesure? Pourquoi? Parce que tout processus peut être amélioré. Or, je ne peux améliorer que si je connais ce qui se passe, si j'ai l'analyse et le détail de mes performances actuelles, et je ne connais que ce que je mesure. Donc, à un moment donné, la boucle est bouclée. On a un processus, on l'identifie, on le maîtrise, on met des éléments de mesure sous forme graphique, sous forme de tableau, etc. En tout cas, on récupère ces informations et c'est sur cette base-là que je peux me mesurer, que je peux me positionner vis-à-vis peut-être d'un benchmark ou d'un niveau de marché et que je peux me fixer des objectifs dont on verra qui doivent être évidemment réalistes. La mesure de l'élément clé du processus d'amélioration, elle permet donc de vérifier l'efficacité opérationnelle et puis donc les systèmes vont tendre vont évoluer en fonction donc, de ces mesures. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure? Pour différentes choses et ça répond finalement aux lacunes et au manque d'indicateurs, au risque de manque d'indicateurs évoqués dans un des slides précédents. C'est pour percevoir les signaux liés aux résultats, statut d'entreprise, demande client, etc. Donc, mieux connaître finalement l'environnement externe de l'entreprise, améliorer la qualité et la rapidité des prises de décision, puisqu'on a les éléments pour pouvoir décider, avec pourquoi pas des tendances également. On peut planifier les ressources, l'activité de système logistique, contrôler, améliorer l'efficacité des ressources, maîtriser les coûts par activité, par client, donc on va plutôt être sur des indicateurs de type contrôle de gestion, améliorer la qualité du service, la disponibilité, la précision, les délais, puisque ici on va être sur des indicateurs plutôt sur des niveaux de stock, et puis donc définir des objectifs pour récompenser, encourager donc des collaborateurs, toute la partie donc incitation qui permet de mettre en place des performances individuelles uniques. Alors quand est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer donc à des fréquences régulières. Quand on est sur des tableaux de bord qui sont ici nos systèmes d'information. Nos systèmes d'information sont très riches en tableaux de bord, des ERP, du DMS, des TMS. On a une génération de systèmes qui arrivent et qui incluent ces tableaux de bord de manière où tout au moins on peut les paramétrer de manière tout à fait conviviale et intuitive. On a encore une génération de systèmes d'information où on doit passer par une extraction sur tableur et ce tableur on va retravailler, le mettre en forme des tableaux croisés dynamiques et autres. Mais de plus en plus de systèmes nous permettent d'obtenir relativement rapidement donc, ces indicateurs. On va avoir des fréquences régulières pour aller évaluer nos fournisseurs, pour aller générer des enquêtes de satisfaction client. Et donc, le premier, on est sur les performances internes. On peut avoir des besoins ponctuels quand on veut remettre en cause des processus, quand on a des problèmes de qualité, des réclamations clients. On va mettre en place un indicateur, donc des actions surtout, et ensuite un indicateur qui va contrôler donc, le bien fondé de cette action. Et cet indicateur doit progresser. Et une fois qu'on a stabilisé sur l'action qui a été menée, on n'est pas obligé de maintenir l'indicateur à vie, j'allais dire, il faut le faire vivre. On va l'enlever de nos suivis. Peut-être qu'on va le rajouter dans une fréquence régulière, tous les 6 mois, tous les ans, pour vérifier qu'on est bien toujours aligné. Mais on va l'enlever et puis on va faire place peut-être à un autre indicateur. L'idée étant de ne pas avoir des murs entiers d'indicateurs autour de nos salles de réunion. Et puis, on peut avoir des indicateurs plus spécifiques quand on va travailler sur la stratégie, sur les tactiques opérationnelles des entreprises, où là, on va faire du benchmark, on va se comparer
à d'autres entreprises du même secteur d'activité et on va, tant qu'à faire, essayer de suivre les mêmes indicateurs que ces entreprises, puisqu'évidemment, on ne peut se comparer qu'à périmètre filial. Alors, si on a une définition à donner des indicateurs, un indicateur clé de performance, KPI, Key Performance Indicators en anglais, c'est une donnée calculée qu'une entreprise utilise pour déterminer dans quelle mesure ses objectifs opérationnels et stratégiques sont atteints. C'est-à-dire qu'on a bien un calcul de notre niveau de performance qu'on va comparer avec peut-être un objectif et un objectif peut être progressif dans le temps. C'est qu'est-ce que je suis capable de faire de manière factuelle dans les mois qui viennent, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 3 ans, dans les 5 ans. Et on va suivre une évolution tant du chiffre d'affaires qu'un niveau de marge, on est dans les financiers, mais aussi des notions de productivité, de service client, de sécurisation du stock, de niveau de stock, de taux de rupture, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir suivre sous forme d'indicateurs. Et l'idée, c'est d'avoir une régularité de consultation et pas d'aller les voir de manière spot quand finalement on dit bah tiens, j'irai bien voir celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les entreprises donc, mettent en place ces critères, ces indicateurs en fonction de leurs critères et de leurs objectifs de performance et qu'on n'a pas de nombre idéal de KPI. Il n'y a pas, on ne peut pas dire on va en suivre 3, 5, 12, 15, 25. On est ici sur du cas par cas, sur des entreprises. L'idée, c'est pas encore une fois de faire l'indicateur pour l'indicateur, mais c'est bien d'en avoir l'utilité. Certains indicateurs peuvent suivre donc les normes du secteur. On va avoir des définitions, certaines fois avec l'AFNOR ou dans des modèles du type SCORE, donc on pourra parler tout à l'heure. Donc on va s'aligner sur la définition et le mode de calcul de ces indicateurs. Et puis donc les indicateurs peuvent répondre aux objectifs de l'organisation en elle-même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décomposer des processus et avoir donc des indicateurs qui vont composer et devenir les composants d'autres indicateurs. Rappelez-vous le webinaire sur les systèmes d'information avec le système de pilotage, le système d'info lui-même et le système opérant. On a des points d'entrée. Donc un point d'entrée d'indicateur peut être un indicateur d'un autre service ou d'un N-1 qui va faire que dans mon service au global, je sais estimer la performance et surtout je sais redescendre point par point. Si à un moment donné j'ai un indicateur qui est à l'orange, je sais aller retrouver de quoi il est constitué de manière à pouvoir redescendre le régime et aller aider les services à mettre en place les actions nécessaires. L'indicateur doit être basé sur des données objectives, évidemment, on va beaucoup insister sur ce sujet, et puis donc il doit être ces indicateurs définis de sorte que les facteurs indépendants de la volonté d'une activité ne puissent pas interférer avec leur mise en œuvre. Alors ça, on est sur un côté un petit peu délicat, c'est comment est-ce que je garantis que mon indicateur est bien bon et qu'il n'est pas influencé par un autre. Mettons le taux de service d'une entreprise, on en parlait tout à l'heure dans ce mini-quiz que je vous proposais, un taux de service d'entreprise. On va respecter par exemple un délai sur lequel nous sommes engagés vis-à-vis de ce client. Si le délai global de l'entreprise n'est pas bon, ça vient soit peut-être du transport qui n'a pas assuré correctement son service, soit c'est le service préparation qui a préparé la commande et qui a mis à disposition du transporteur 24 heures plus tard, soit finalement le stock de produits finis n'était pas disponible à temps puisqu'on a eu un souci de production, soit c'est le fournisseur en lui-même qui nous a planté, entre guillemets, passez-moi l'expression. Ça veut dire que cet indicateur qui est global entreprise, à lui-même, ok, c'est la performance de l'entreprise, mais on ne sait pas, quand il n'est pas bon, d'où vient finalement l'indicateur source ou l'élément source qui fait qu'il n'est pas forcément bon. Et donc, on se doit de l'analyser, de le décliner service par service pour vérifier que quand on met tous les services les uns au bout des autres, on ne va pas cumuler donc, ces retards et on ne va pas se cacher derrière le retard du petit copain parce que finalement, on est moins en retard que lui. Les objectifs, si vous le voulez bien maintenant, les objectifs donc, de ces indicateurs, on en identifie 4 grands thèmes.
une efficacité externe. C'est la qualité attendue, c'est la perception qu'a votre client de votre service. Donc, on est vraiment sur le côté externe. On a des notions d'efficacité interne, c'est les ressources en elles-mêmes. Est-ce qu'elles sont à l'heure et au rendez-vous par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés? On a des objectifs en termes de volume et de flux, c'est les tendances, et on est plus dans des suivis, mais on suit des niveaux d'activité en termes quantitatifs. Et on va vérifier qu'on ne s'approche pas à un moment donné d'une zone de saturation, d'une zone de risque par rapport au business où finalement on va avoir un impact sur la qualité perçue puisque on va saturer et on va mettre en retard du client. Et puis donc c'est ce quatrième point sur lequel on insiste beaucoup sur vraiment cette saturation et on va se focaliser là où on a vraiment des difficultés à passer donc les pics d'activité. Alors, ces indicateurs, on dit souvent qu'ils doivent être smart. C'est un moyen mémotechnique, alors qui n'est peut-être pas suffisant en lui-même, mais en tout cas, c'est un moyen mémotechnique pour fixer des objectifs et on reprend derrière pour fixer ces indicateurs. Un système de mesure de performance doit présenter donc des mesures spécifiques, un indicateur pour un objectif, pas question d'aller mélanger deux sources différentes d'objectifs sur le même indicateur. On nous dit qu'il doit être mesurable, que la méthode de calcul doit être connue évidemment, hein, puisque je dois savoir de quoi est composé mon indicateur pour savoir comment l'améliorer. On nous dit qu'il doit être atteignable. L'objectif doit être évolutif dans le temps. Encore une fois, on peut avoir un indicateur qui nous donne un objectif à une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. On va le faire évoluer, on va faire évoluer cet objectif. On peut garder l'objectif long terme en mémoire, mais en tout cas, pas à pas, il va falloir qu'on explique comment est-ce qu'on arrive. On ne peut pas arriver dans un taux de service, passer d'un taux de service dans l'entreprise de 96 à 99% en 2 mois, sinon, il y a longtemps qu'on l'aurait fait, évidemment. Encore une fois, et ça joue avec l'atteignable, il doit être réaliste. C'est pas la peine de se faire plaisir en disant oui, chef, c'est bon, on va atteindre 99,5% de taux de service dans notre entreprise dès le mois prochain. Non, ça sert à rien. Voilà comment on construit et comment on le établit nos plans d'action. Et puis, donc, il doit être temporel, c'est-à-dire qu'il doit avoir des deadlines, il doit être en lien avec l'actualité. Et donc, encore une fois, les indicateurs, il faut les faire vivre et se poser la question, est-ce qu'il y a toujours besoin de suivre cet indicateur ou pas, ou est-ce que c'était lié à une action qu'on a mis en place il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a quelqu'un, on va le faire. Ces indicateurs doivent donc montrer une orientation à long terme. Ils doivent répondre à des attentes spécifiques, un indicateur, un objectif. On doit pouvoir facilement les calculer, on en a parlé. On doit pouvoir facilement les alimenter, issus de nos systèmes d'information, avoir un système le plus automatisé possible pour remonter les informations en fin de période. Et puis, donc, il doit pouvoir aussi se présenter en quantité raisonnable pour chaque pilote, puisque si on va vous demander de suivre 18 indicateurs, évidemment, vous allez passer votre vie à suivre les indicateurs et finalement à pas piloter le processus dont vous avez la maîtrise. Petit slide ici pour montrer donc côté gauche, on est ici sur un tableau de bord d'aviation, pilote de ligne. Évidemment, ils ont moult informations à surveiller. Il n'est pas question pour nos collaborateurs de mettre en place un tel tableau de bord avec un tel niveau d'information, puisque ce serait totalement infondé et non efficace. Et puis, je vous l'expliquais tout à l'heure, un bon indicateur doit pouvoir remonter au plus haut l'entreprise et être composé de d'autres indicateurs. Au global, peut-être que vous allez suivre dans votre entreprise 150 indicateurs, mais que chacun d'entre vous allez avoir entre 5 et 10 indicateurs peut-être à suivre, ou 5 et 7, j'en sais rien. Encore une fois, il n'y a pas de nombre idéal, mais c'est la compilation de ces indicateurs qui vont remonter au niveau hiérarchique de l'entreprise pour donner les meilleurs possibles. Alors, les étapes de la réalisation des indicateurs, donc on sélectionne des processus prioritaires, encore une fois, en fonction d'analyse, de plan d'action, on va vouloir surveiller. On va décomposer ces processus en phases, en activités. On va identifier pour chaque étape quels sont les indicateurs de performance.
donc pour des processus, pour des phases, pour des activités. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aller mettre en place des suivis d'indicateurs pour 100% des process et des étapes, mais vraiment d'aller cibler quels sont les indicateurs, quels sont les processus que je veux surveiller, quelles sont les étapes que je veux surveiller qui sont peut-être critiques quand il s'agit de suivre un fournisseur, quand il s'agit de suivre une évolution en données. On a une définition, ensuite une construction des indicateurs, c'est très important, le métrique, la fréquence de détermination, il faut vraiment qu'on soit très fiable sur la méthode de calcul et le plus ouvert et le plus transparent possible. C'est quelle est la source, quelle est l'unité, quelles sont les unités que j'utilise et comment je procède à mon calcul de manière à ce que chaque pilote puisse quelque part même, pourquoi pas, simuler ces futurs indicateurs en fonction des décisions qui sont prises et en fonction de quel levier va agir à ce niveau-là. Ensuite, il faut les formaliser, c'est-à-dire que ces processus, c'est donc la description des processus, des biens, la liste des indicateurs, les exigences, etc. On formalise tout ça, on en fait un rapport, on en fait une mise à disposition qu'on va afficher en salle de réunion, qu'on va afficher dans un bureau, dans un service, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus mettre en place un indicateur pour le laisser dans son ordinateur et finalement ne pas le partager. Il faut au contraire le partager de manière assez formelle. Et puis, donc, faut le vérifier, c'est-à-dire qu'il faut faire des bilans réguliers. Il y a des indicateurs qui sont destinés au COMEX, des indicateurs qui sont destinés au CODIR, des indicateurs qui permettent de faire le point de production le matin. Donc, voilà, tout le monde alimente, le partage et de manière assez collective en général, on identifie la meilleure manière d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à travers ces indicateurs. Alors, quelques indicateurs ici qui concernent la notion de stock. Nous avons ce qu'on appelle l'indice de rotation qui est finalement très attaché, mais l'effet inverse de ce qu'on appelle le jour de couverture. L'indice de rotation d'un article ou d'un ensemble d'articles, c'est sur une période donnée, le nombre de fois où on va renouveler le stock. Qui permet donc à l'entreprise de récupérer les ressources financières liées au coût de possession. C'est-à-dire qu'on va aller avoir donc, cette notion de rotation de stock. Est-ce qu'on renouvelle le stock tous les mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, etc. Si on renouvelle le stock tous les 5 mois, ça veut dire que pendant 5 mois, on va vider, entre guillemets, faire partir une réception. Mais pendant 5 mois, on va payer des emplacements de stockage, on va avoir avancer l'argent vis-à-vis des fournisseurs, donc un coût financier important, donc tout ce qui est lié au coût de possession. Et puis, donc, pendant 5 mois, on va avoir ces palettes. Si on a un indice de rotation, donc tous les mois par exemple, cet indice va nous permettre de dire, ok, je fais sur la même période, je fais 5 rotations, mais j'en achète 5 fois moins à chaque fois. Donc cet indice qui va nous permettre, en fonction d'une classe de rotation d'un produit, la fameuse classe ABC, A c'est je tourne beaucoup, C ça prend beaucoup la poussière et B c'est intermédiaire, c'est quel est finalement ce niveau, ce nombre de jours de couverture que je dois avoir pour mes stocks. Ensuite, on a un taux de remplissage des articles. Alors, c'est intéressant parce que, pardon, on ne parle pas ici de taux de remplissage d'un entrepôt, mais vraiment des articles. C'est ce qui permet de calibrer le niveau de stock cible. C'est la différence en pourcentage entre la quantité requise pour un article spécifique et le stock qui est disponible, qu'on achète ou qu'on produit. Le taux de remplissage, ça va permettre vraiment de calibrer le niveau, d'éviter les ruptures, mais de ne pas être non plus en surstock, puisque si on est en surstock ou en surqualité, on génère des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Et puis on a dans les stocks un taux d'exécution des commandes qui mesure donc la fraction des commandes qui peuvent être traitées immédiatement grâce au stock disponible. Et ce qui permet, donc là aussi, on va parler rupture, on va parler niveau de stock. On est sur des enjeux supply chain ici, puisque c'est des décisions qu'on peut pas prendre seul, évidemment, puisque si on décide par exemple d'augmenter un seuil économique de rapprovisionnement ou d'augmenter un taux de couverture, donc ou un nombre de jours de couverture d'un stock, ça veut dire qu'on peut avoir un impact sur la manière dont on achète, sur la fréquence, sur la taille du lot acheté, et donc on peut aussi avoir quelque part un effet levier sur le coût de l'achat en lui-même. Donc peut-être qu'on va faire des économies tout seul dans notre service, mais que ça va générer des surcoûts dans un autre service. Donc encore une fois, c'est des choses
qu'on doit décider, qu'on doit prendre de manière assez collective et ouverte vis-à-vis des services qui font partie, donc la partie prenante, j'allais dire, de nos activités. Si on parle donc en termes d'indicateurs de livraison des produits, cette fois, hein, alors, en 3/4 d'heure et l'heure, on n'a malheureusement pas le temps de traiter l'intégralité des indicateurs, mais les majeurs, hein, donc on est sur des temps de cycle, hein, commande livraison, ce qu'on appelle les lead time en français, enfin, en anglais, mais en français dans le texte. On est sur des fréquences de livraison, sur des ponctualités de livraison, sur des précisions de livraison et puis des flexibilités. Alors, si on prend le premier, le temps de cycle à la livraison, donc encore une fois, c'est du lead time, temps passé entre la commande et la réception effective. Si on est sur, alors c'est valable avec nos fournisseurs et c'est valable en expédition. J'ai passé une commande, ben, j'ai le temps d'émettre la commande, de contacter, de connaître le délai fournisseur, de se faire livrer, de vérifier, de ranger, de préparer, d'expédier, puisque j'étais peut-être sur une activité négoce. On cumule tous ces temps et on a notre lead time, donc en nombre de jours, de semaines, de mois, d'heures, etc. Et puis ensuite, on va comparer donc le lead time réel avec le lead time prévu. C'est-à-dire qu'on va, effectivement, on a été bon, le fournisseur a été bon pour nous approvisionner, nous on a été bon pour approvisionner le client, on est dans les temps, ou au contraire, on a mis 2 jours de plus, 3 jours de plus, etc. Et donc là, on va pouvoir identifier des clés, des taux qui vont nous permettre d'agir de manière objective sur les origines de dérapage peut-être de lead time, tant en aval qu'en amont. Attention aussi, quand on parle de lead time avec un lead time prévu, ça veut dire que quand on confirme une commande à un client, quand on lui envoie ce qu'on appelle un accusé de réception, le client souhaite, dans la majorité des cas, savoir, OK, vous avez pris en compte ma commande, quand est-ce que vous allez livrer? Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle une date d'engagement, une requested date en anglais, qui va vraiment vous engager, sur laquelle, bah, si vos échelons, si vos différentes étapes de supply chain sont bien tenues, sur laquelle donc, vous allez pouvoir tenir. Si dans le lead time donc, que vous avez annoncé, donc cette date d'engagement, entre-temps, vous avez une panne en production, vous avez un fournisseur qui vous livre pas, vous avez une saturation d'une zone de préparation, vous êtes obligé de reporter d'une journée ou de 2 jours ou de 2 semaines votre livraison, bien ici, vous n'allez pas respecter cette date d'engagement. Donc forcément, vous allez donc impacter le niveau de service. Mais un client est prêt à entendre une date de livraison, alors ça dépend des activités du secteur, mais est prêt à entendre une date de livraison peut-être un peu plus tardive, à condition que vous sachiez la respecter. Indicateur pour la fréquence des livraisons, bah, c'est le nombre de livraisons programmées sur un intervalle de temps et puis le nombre de livraisons effectuées. Alors après, on peut comparer là aussi les programmés sur les effectués. Associé à ces fréquences de livraison, on va aller chercher des tailles de commandes, des tailles de lot. Depuis la crise de 2008, on est passé de peu de livraisons conséquences à beaucoup de petites livraisons. Et puis la tendance du e-commerce aujourd'hui, évidemment, donne une tournure différente à nos activités. Donc, la fréquence de livraison est toute seule, méfiance, il faut qu'on regarde finalement quelle est la taille de lot et puis peut-être à un moment donné proposer à des clients ou à des fournisseurs d'augmenter la taille de lot pour diminuer la fréquence de livraison et tous les coûts fixes qui sont associés à ce type de fréquence et de coût. Si on parle donc toujours livraison de produits, donc la ponctualité de la livraison, qu'est-ce que j'ai traité comme commande dans les délais par rapport au nombre total de commandes? Quelles sont celles que j'ai traitées en retard? Quelles sont celles que j'ai pu traiter donc, à l'avance? Ici, c'est important. Hein. Alors, quand on entend livraison, on entend livraison client. Ça veut dire qu'on a à la fois la partie j'ai du stock disponible, je les prépare et je les expédie. Donc, ça enlève tout. Tout comme on peut avoir un focus sur un service logistique donc aval, ou tous les jours, en fonction d'un cut-off. C'est important aussi ce fameux cut-off. Hein, je reçois toutes les commandes que je vais recevoir jusqu'à 15h45, je vais savoir les traiter et les faire partir dans la journée. Combien de commandes j'ai pas su traiter qui sont arrivées entre 15h et 15h45 par exemple, ou est-ce qu'au contraire, j'ai pu prendre les commandes et habituer mon client à livrer avec les commandes qui arrivent jusqu'à 16h ou 16h30. Ponctualité de livraison.
La précision des livraisons, c'est OK, j'ai bien expédié dans les temps, mais est-ce que ma commande était complète? Alors, on parle de TIF, On Time in Full. Donc, non seulement je suis à l'heure, mais en plus, je livre l'intégralité de la commande. On va le traiter en commande, on va le traiter en ligne d'entrée, on va le traiter donc par poste, on va le traiter en termes de quantité, on va le traiter en termes de non-conformité d'emballage, en termes de non-conformité de documentation. Donc tout ça, on est vraiment sur la manière dont je livre et la manière dont j'ai préparé cette livraison. Est-ce que mes produits étaient suffisamment emballés, ils sont arrivés, ils n'étaient pas cassés, etc. Et puis, on a une notion de flexibilité de prestation. Alors, je me suis permis de mettre un petit panneau danger parce que ce qu'il faut vraiment jouer avec cette flexibilité, ça dépend des secteurs d'activité. C'est le nombre de demandes de modification de quantité que j'ai pu satisfaire sur le nombre total de demandes d'évolution de quantité. C'est les variations de demande de combinaison d'articles sur la totalité des articles. C'est les demandes d'anticipation d'expédition ou c'est les demandes de report d'expédition. Et à chaque fois, on va se comparer entre ce que j'ai su faire et ce qu'on m'a demandé de faire. Et on va pouvoir avoir un taux de réalisation par rapport à ça. Un point qui est à noter, c'est finalement, si je sais tout faire dans ce qu'on me demande en termes de flexibilité, peut-être que je suis, pourquoi pas, en sureffectif. Parce que le jour où j'ai pas de demande de flexibilité, j'ai peut-être des gens qui vont rester avec moins d'activité. Donc, on a attention sur cette flexibilité. On va se poser la question en termes de calibrage d'équipe aussi. Est-ce que je dois avoir des équipes qui doivent assurer tous les pics de l'année ou est-ce que je dois avoir des équipes qui peuvent assurer une grosse majorité de ces pics, disposer en données de temps libre pour assurer du rangement, etc. Et puis donc derrière, reprendre des personnes supplémentaires. C'est ces indicateurs bien ciblés, bien programmés qui vont nous permettre d'aller prendre les bonnes décisions, d'assister à la fois les patrons d'exploitation et d'expliquer au RH pourquoi finalement et au financier, pourquoi on a besoin de prendre l'intérim et pourquoi on calibre et pourquoi on peut se permettre d'avoir telle ou telle taille de niveau d'équipe. De toute façon, si vous voulez bien sur les performances coûts des entrepôts. Un entrepôt, c'est du stock. Donc la première chose dont on va s'interroger, sur laquelle nous allons nous interroger, ce sont donc ce taux d'occupation des stocks. Nombre d'emplacements occupés sur le nombre total d'emplacements. C'est la surface occupée sur la surface totale. C'est le volume occupé sur le volume, puisqu'on peut gérer en nombre de palettes, en mètres carrés, en mètres cubes, l'entrepôt. Quand on est dans du frigorifique, du surgelé, on va parler en mètres cubes. Surface occupée, donc au sol, quand on est sur de la masse, etc. Et puis, donc, on peut descendre ces indicateurs par famille de produits, par typologie, puisqu'à un moment donné, si je fais du frais, du surgelé, que mon entrepôt surgelé est moitié vide et que le frais est saturé, je ne peux pas annoncer actuellement de la disponibilité en termes d'occupation de stock. Donc, on va là aussi beaucoup customiser cet indicateur, mais en tout cas, il faut savoir où est-ce qu'on en est. Pourquoi? Parce que les emplacements vides dans nos stocks et dans nos entrepôts, forcément, ont un coût. Et peut-être que le marketing, le commerce, le comité de direction, le COMEX, eux ont besoin de savoir si on peut démarrer une nouvelle activité, dans quelle mesure on peut aller rajouter un stock de produits finis, de semi-finis, de composants, etc. Il ne s'agit pas de dire OK, la prod sait faire, il s'agit aussi de dire quel est l'impact sur les flux au niveau de l'entreprise. Un point important dans l'entrepôt, c'est forcément la précision de l'inventaire. Le nombre d'articles comportant des erreurs sur le total d'articles, les écarts de stock, j'en cite beaucoup aussi dessus, sur les écarts de stock, entre le physique et votre WMS, donc votre outil de gestion d'entrepôt, et puis entre le WMS et l'ERP. Parce que quand on est, ne serait-ce qu'en interne ou même encore sur une relation client-fournisseur avec un sous-traitant, un 3PL qui assure la partie stock, il faut qu'on s'assure que tous les mouvements sont bien pris en compte à la fois dans le WMS, dans l'ERP, et que le tout en lui-même correspond bien au stock physique. Pourquoi? Parce que ça permet d'anticiper des notions d'erreurs de préparation et de travailler vraiment à la source ces notions. Des indicateurs de mouvement, les lignes entrée-sortie sur une période, les lignes entrée-sortie
sur la totalité donc, des périodes, etc. Donc ça, c'est important aussi. On est plus sur un suivi. On peut être sur une productivité à côté, mais on va en parler après. On est vraiment sur un suivi, plutôt sur un suivi d'indicateurs et peut-être que ça permet derrière d'aller pouvoir lisser des charges parce que quand on fait une cartographie sur la semaine, on voit qu'on réceptionne tout le lundi et puis le mardi, mercredi, jeudi, on n'a pas grand-chose, puis le vendredi, il y en a encore moins. Donc voilà, donc est-ce qu'on peut pas lisser à un moment donné des charges sur 5 jours de semaine et là aussi avec un impact direct sur les ressources. La productivité, on en parle, la répartition des charges sur la journée, les lignes de rangement par jour ou par heure, les lignes de préparation par jour ou par heure. Donc ça, c'est des choses qui vont vous parler, mais qui vont être liées vraiment à vos propres organisations. Alors maintenant, transport. Transport, ben, on parle, la première chose, hein, c'est le délai de livraison. Hein, c'est est-ce que les délais ont été tenus pour livrer mon client. Alors, qui dit délai dit temps de route, évidemment, avec les pauses. On est dans une activité qui est très, qui est très contrôlée, entre guillemets, et en tout cas qui est très réglementée, voilà, je cherche le terme. Donc, ce délai de livraison, ben, vous allez le suivre avec votre transporteur, à condition, encore une fois, de mettre le point de départ, c'est le moment où vous mettez la marchandise à sa disposition, ou c'est le moment où vous commandez le transport. Mais en tout cas, c'est à partir de là seulement que vous avez calculé un délai de livraison. Pas question de dire le client était livré en retard, c'est la faute du transport, alors que j'ai, moi, produit ou fourni mes pièces avec une semaine de retard, par exemple. C'est la notion de ponctualité, les livraisons dans les délais, sur une livraison totale, c'est des livraisons tardives, c'est des retraits ponctuels par rapport à l'ensemble, c'est des retraits tardifs. Donc, les retraits, hein, donc c'est quand on récupère la marchandise sur le quai, évidemment. C'est des problèmes de livraison avec des colis retournés, etc. Donc ici, on va être sur des notions vraiment très factuelles, avec plutôt à la fois le respect des délais, à la fois la qualité du transport. Toujours en termes de transport, alors lié au transport, hein, pas exactement transport, mais la notion de productivité, le nombre de colis que j'ai pu charger sur un temps de chargement de véhicule, le nombre de colis que j'ai déchargé sur un temps de déchargement de véhicule, les notions de saturation, les volumes expédiés, les poids, les moyennes des palettes expédiées, et puis donc tous ces indices d'optimisation sur le suivi des kilomètres, du kilométrage à vide, le nombre de kilomètres par voyage, le nombre de points de livraison par voyage. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on peut suivre en termes de transport, que peut-être votre transporteur va suivre lui pour suivre ses coûts d'exploitation, que vous allez suivre pour voir si vous ne pouvez pas faire des économies en demandant au transporteur de mieux optimiser ses tournées par exemple, ou en demandant à vos clients de passer, je sais pas, de 3 à 2 livraisons par semaine, plutôt que faire 3 fois les trajets à l'heure. Petite alerte ici, quand on parle, je vous ai parlé de moyenne, c'est dangereux. Quand on parle d'indicateur, on a des moyennes, ok, mais il faut bien aller chercher les pics, il faut bien aller chercher les écarts types pour savoir de quoi on parle, parce que si j'ai une moyenne à 1000, mais que sur une journée j'ai 10 000 et que les autres journées j'ai 200, évidemment, on ne va pas parler de la même structure en termes de fonctionnement. Donc attention, danger quand on parle moyenne par rapport au pic. On a très peu parlé de service client jusqu'à maintenant, donc voilà, le service client, c'est quand même important. C'est vous avez l'entreprise, vous avez le client en vous, c'est à lui que vous dédiez votre activité. Qu'est-ce qui fait la compétitivité de l'entreprise? Ben, c'est la qualité de vos produits, c'est vos coûts, les prix que vous proposez, donc, qui sont liés donc, à vos coûts, mais c'est aussi la qualité de service. Et c'est cet ensemble de services donc visant à satisfaire et à anticiper les besoins et attentes explicites et implicites des clients. Ça veut dire que votre client aujourd'hui, vous lui vendez vos produits, il attend vos produits, mais il attend aussi des services et il attend de plus en plus de services. Et c'est vraiment la tendance, hein, au fil du temps, on était, je vends des produits, maintenant je vends des produits et des services, maintenant je vends des services et des produits. Et vous avez toute une panoplie de services qui peuvent rentrer dans des notions d'indicateurs, dans l'air,
que vous pourrez proposer à vos clients en termes de d'informations, disposition d'informations. Donc, tout ce qui est tracking, tout ce qui est tracking ou en amélioration, c'est le SMS que vous recevez quand vous passez une commande pour vous dire le produit est parti, le produit est sur la route, le produit sera livré demain matin entre 10h et midi. C'est des services liés à la documentation, c'est des services liés à la douane, c'est des services liés peut-être à l'assistance à la pause. Tous ces services peuvent rentrer dans le service client et ici, on a vu tout à l'heure, on peut avoir des besoins ponctuels d'indicateurs, c'est les enquêtes clients. C'est finalement les clients, le marketing fait son job, il met des produits en place, fait son job communique, analyse du marché, mais finalement concrètement et après tout, mes clients, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Et ça, donc, on passe beaucoup par l'enquête et on attache beaucoup d'importance à ces notions d'enquête client quand on définit ensemble des stratégies, quand on définit des fonctionnements. On part de l'existant, on analyse les données, on prend vos perspectives en termes de stratégie et on aime bien aussi aller chercher des informations vis-à-vis du client pour compléter cette offre de service global. Alors ce service, vous avez 3 niveaux d'engagement vis-à-vis des clients. Vous avez un SLA, Service Level Agreement, quand on est entre un client et son prestataire, relation client-fournisseur. Le Service Level Agreement, c'est le service sur lequel s'engage votre fournisseur. On peut parler d'un transporteur, on peut parler d'un prestataire logistique, on peut parler d'un fournisseur de systèmes d'information qui doit s'engager à vous mettre à disposition le système dans 99% de son temps, qui doit s'engager à assurer la maintenance le samedi après-midi parce que vous ne travaillez pas, qui doit s'assurer d'un délai d'intervention en cas de souci, de bug et autres. Et c'est un prestataire sur lequel qui va s'engager à expédier, à traiter vos commandes du jour J de l'ordre de 98 ou 99% par exemple. Service Level Agreement qui se transforme bien souvent en accord contractuel puisque c'est ces points-là qui vont être rédigés noir sur blanc dans les contrats et qui vont être activés le jour où ça se passe pas bien avec votre fournisseur ou avec votre client, au contraire. Et c'est là, donc on peut avoir des actions qui pendant un mois ou 4 semaines consécutives, si vous ne respectez pas tel ou tel engagement, je vous informe, je vous demande explicitement par service, par lettre commandée, de remettre à jour et de vous remettre à niveau les moyens nécessaires pour assurer l'activité. Et si encore 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après il ne se passe rien, je me réserve le droit de casser mon contrat, d'aller voir ailleurs. Voilà à quoi sert un engagement, donc Service Level Agreement, avec donc, un impact sur le contrat. Vous avez réalisé ce que vous faites, hein, donc, vos indicateurs d'amélioration, c'est la performance. Et puis, ce troisième pavé dont on parlait tout à l'heure, avec l'attendu, avec l'écoute des besoins clients pour anticiper ces besoins. Avec une analyse ici, Troubleshooting System, hein, donc il y a des outils, il y a des méthodes qui permettent d'aller récupérer déjà ce qui se passe peut-être moins bien avec les clients, mais surtout, qu'est-ce qu'ils attendent demain. Vous avez 2 niveaux, c'est le minimum requis, entre guillemets, pour servir votre client, et puis vous avez ce petit plus qui fait que si vous proposez ce service, votre client va signer avec vous plutôt qu'avec la concurrence. Et tout ça donc, donne des avantages, hein, ces trois pavés réunis donnent forcément un avantage compétitif qui va aider la croissance et les résultats de votre entreprise. En termes de différents indicateurs de service qu'on peut trouver, hein, avec le client, un taux de fidélisation des clients, voilà, le terme en lui-même est parlant, l'ancienneté moyenne des clients, le taux d'évolution, hein, qui mesure l'évolution du nombre de clients en temps, la valeur du client sur toute sa vie, c'est les bénéfices prévisibles basés sur la relation avec le client. Vous avez des scores de satisfaction client. Voilà, vous posez un certain nombre de questions, vous avez des critères de réponse, il y en a 3, il y en a 5, il y en a 10, etc. Le score net du promoteur, c'est un indicateur qui mesure le niveau de fidélité des clients, généralement déterminé par la question quelle est la probabilité que vous recommandiez cette entreprise à un ami ou à un collègue. C'est important, hein, on est là sur la mise en relation, on est sur l'image de marque de l'entreprise
et puis le score d'effort du client, qui lui mesure la facilité d'une expérience avec l'entreprise. C'est-à-dire que ce que finalement, mon expérience client, alors on le trouve aujourd'hui beaucoup dans le B2C, hein, vous ne faites pas une commande sur Internet sans avoir un petit questionnaire, vous n'avez pas une réservation d'hôtel sans 3 jours après vous demander votre expérience client, comment s'est passée la réservation, comment s'est passé l'accueil, comment était la chambre, etc., comment globalement vous avez trouvé votre séjour. On arrive petit à petit à avoir des choses identiques sur du B2B. La seule différence à notre niveau, c'est qu'on va espacer la fréquence. C'est qu'on ne va pas demander à client à chaque fois qu'on lui envoie une pièce ou une palette comment s'est passé son expérience client, mais on va le faire plutôt à une fréquence annuelle, biannuelle. Les systèmes de contrôle de performance en termes de rapport, l'idée c'est quoi? C'est-à-dire que ces indicateurs doivent venir alimenter des rapports. D'un rapport avec un focus sur forcément pourquoi finalement qu'est-ce qui garantit que mes indicateurs sont en vert et vont rester, ou qu'est-ce qui fait que mes indicateurs sont en orange ou sont en rouge et qu'est-ce que je mets en place comme action. L'idée c'est de mettre en évidence ces actions, c'est d'aller chercher aussi des ressources dans l'entreprise pour procéder à ces actions. Ça peut être aussi d'aller identifier des sources racines sur ces actions. C'est des outils de communication également, puisqu'ils vont être exploités en comité de direction, en comité de pilotage entre un client et son prestataire. Vous allez afficher, commenter, travailler sur ces tableaux de bord, sur ces indicateurs. Et donc, vous allez pouvoir échanger sur des bases concrètes, factuelles. À titre personnel, je suis très visuel, c'est-à-dire que plutôt qu'un tableau de données à chiffres et de chiffres, on peut aller visualiser les courbes et tout de suite analyser les tendances et les codes couleurs. Et puis tout ça se transforme en tableau de bord. On voyait tout à l'heure le tableau de bord d'un pilote de ligne en aviation. Ces tableaux de bord, en fait, ces indicateurs doivent être correctement positionnés sur un tableau de bord qui va devenir de plus en plus dynamique. On est passé d'un système de surveillance à un système vraiment de tableau de bord avec des outils qui nous permettent, on en a parlé rapidement tout à l'heure, qui nous permettent d'aller établir donc, ces indicateurs, d'être proactif, d'aller anticiper, d'aller mettre en place des alertes. On dit attention, là c'est en train de, on a un processus qui est en train de dériver et qui nous permettent de ne pas attendre la réalisation d'une action sur le tableau, mais bien d'être proactif et d'anticiper les anomalies. Ce tableau de bord aujourd'hui, vous pilotez votre voiture, votre voiture vous signale ce niveau d'essence au niveau de batterie, squeletton électrique qui baisse, et donc vous avez une action à prendre avant de tomber en panne. On est vraiment sur cette notion de tableau de bord dynamique. Alors, il est temps d'arriver à nos conclusions. Encore une fois, le côté un peu frustrant, c'est qu'on n'a pas le temps d'approfondir tous ces indicateurs, toutes ces possibilités, puisqu'on peut avoir des ramifications totalement différentes en fonction de secteur d'activité, en fonction de position, etc. Juste peut-être rappelons-nous que nos indicateurs peuvent être des indicateurs de suivi, de niveau d'activité, de performance, de productivité, et des indicateurs contractuels qui vont nous permettre de fixer donc, les caps et des minimums requis avec différents fournisseurs. Ces indicateurs peuvent être à long terme ou peuvent être plus ponctuels, qui répondent à une anomalie que j'ai pu constater il y a 3 semaines. Qu'est-ce que je fais pour mettre en place une action corrective? Je la mesure dans le cycle DCA, je la mesure pendant un certain temps. Une fois que je vois que l'action est stabilisée, je supprime mon indicateur. Doit être en quantité raisonnable. Si vous me faites suivre 35 indicateurs tous les matins, forcément, je vais en zapper et je ne vais pas faire mon boulot. Donc, soyons raisonnables sur le nombre d'indicateurs. Il y a une notion de pilotage. Il ne suffit pas de recevoir un indicateur sur sa boîte mail, de jeter un œil dessus et puis dire « Ok, c'est bon, je passe à la suite ». Non, il faut vraiment piloter ces indicateurs. Le jour où ils sont verts, très bien. Le jour où ils sont orange ou ils deviennent rouges, là, il faut vraiment que j'aille piloter des actions, mettre en place des actions. Encore une fois, donc, ces indicateurs nous permettent d'aller cibler les bonnes actions et les priorités d'actions correctives et préventives. Et puis, on peut avoir une notion de benchmark, on n'en a pas parlé. Il existe un modèle aujourd'hui en supply chain qui s'appelle le modèle SCORE.
qui va vous permettre, un tout petit visuel ici, je m'excuse, c'est un peu petit, mais difficile, c'est de dire, j'ai toute l'étendue de ma supply chain, du fournisseur jusqu'au client de mon client. À l'intérieur, on retrouve différents jalons, différentes étapes, et donc pour chaque module, le modèle score nous propose des indicateurs de référence, des modes de calcul, et va nous proposer également des benchmarks par secteur d'activité. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant, puisque ça nous permet, si on est plutôt gros faiseur, petit faiseur, d'aller quand même, malgré tout, nous comparer avec le marché, avec nos concurrents, que ce soit sur la couverture de stock, que ce soit sur des délais, que ce soit sur tout ce qui peut concerner à un moment donné donc, la supply chain en le quiz. Alors, est-ce que vous avez pu identifier notre taux de service lorsque donc j'ai commandé 2 fois 50 casques, casques et tuba, et j'en ai reçu 99, donc 50 pour 49. Voilà. Je vais avoir, j'espère, vos réponses tout à l'heure quand on va traiter des questions. Et en fait, je vais pouvoir vous faire une réponse de Normand. Je n'ai rien contre les Normands, évidemment, mais ça dépend. Ça dépend pourquoi? Parce que quand on me demande mon taux de service, ben, finalement, on n'est pas suffisamment précis. C'est quoi le taux de service? Et là, je vous propose trois réponses qui vont être liées à des définitions et des modes de calcul différentes. C'est si je calcule à la commande, ben, ma commande n'est pas livrée complète dans les temps, donc je suis 0%. Là, c'est plutôt la position de l'acheteur. C'est oh là là, mais vous n'avez pas respecté, je vous mets un 0 pointé parce que j'ai pas reçu la commande en intégralité dans le temps. À l'opposé, vous êtes le vendeur, vous dites, bah, monsieur, je vous ai livré à 99%. Pourquoi? Parce que je vous ai livré 99 pièces sur les 100 que vous m'avez commandé. Et donc ici, on est sur effectivement 99 points. Et puis entre les deux, ben, on a un mode de calcul qui est en généralement retenu dans la profession, qui est le mode de calcul calculé à la ligne de commande. J'ai correctement servi une ligne de commande, donc de 50 masques, pardon, et puis j'ai livré partiellement une deuxième ligne à 49 pour 50. Il en manque un, mais au global, j'ai un taux de service de 50%. Alors, mettez-vous bien d'accord entre clients, fournisseurs, quand vous mettez vos indicateurs contractuels en place, ça peut être des indicateurs aussi de niveau de tenue du stock et d'inventaire, mettez-les bien en place de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise et de double interprétation de vos indicateurs ou de double mode de calcul de vos indicateurs. Pensez bien également à mettre les unités, c'est important parce que ça permet d'être sûr qu'on implémente les bons chiffres, les bonnes données pour ce calcul d'indicateur. Comment ne pas conclure sur l'idée première de dire, OK, moi j'ai fait un rêve, bah, c'est trouver finalement les bons indicateurs. On a une palette d'indicateurs limitée à trouver, hein, il faut qu'on soit raisonnable, mais je vais essayer de couvrir un maximum de choses avec. Bah, n'hésitez pas, faites-vous accompagner, nous sommes là dans le cadre de nos missions, nous pouvons vous accompagner donc, sur la mise en place de ces indicateurs, sur les plans d'action qui sont liés évidemment, mais l'idée c'est vraiment de prendre en compte vos besoins, de prendre en compte nos expériences, en fonction des différents secteurs d'activité et de vous accompagner demain dans la mise en place de vos indicateurs pour aller performer en termes de logistique et de plan d'action. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et pour finalement, c'est la fin de la première saison. Donc, 8 webinaires qu'on a pu animer, j'ai eu le plaisir d'animer, de vous présenter depuis 16 semaines maintenant, puisqu'on est sur un webinaire toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à consulter le site sitecoconsulting.fr sur lequel vous allez pouvoir à la fois récupérer les supports de présentation et à la fois pouvoir revisualiser donc en replay donc ces webinaires. Les thématiques qu'on a abordées, amélioration continue, les systèmes d'information, l'étude de faisabilité, le choix d'un prestataire logistique transport, la préparation de commandes, le e-commerce, la simulation de flux, les indicateurs, ce sont des sujets que nous avons sélectionnés parce qu'ils sont vraiment au cœur de nos réflexions aujourd'hui dans les activités donc, logistiques. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez voir des sujets traités. On se pose la question de refaire, donc, de poursuivre une série de webinaires donc, à la rentrée. N'hésitez pas si vous souhaitez donc, des sujets, des thématiques d'intervention. C'est avec plaisir que nous les préparons. Voilà, place aux questions si vous le voulez bien. Mes petites coordonnées
qui vont vous permettre de rentrer en contact avec moi ou avec nous si vous avez des attentes et des questions supplémentaires. Voilà, laissez-moi regarder si nous avons des questions. On a des questions. Alors, une remarque plutôt, le sujet est intéressant, cela paraît indispensable pour gérer au mieux l'entreprise et pour une amélioration continue. Effectivement, on rejoint la thématique de l'amélioration continue. Je vois que vous n'êtes pas très joueur puisque vous n'êtes pas lancé sur une estimation du taux de service, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir vos résultats. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'ai une question qui s'affiche qui demande quel est le taux de service type qu'on doit appliquer à un client. Je ne sais pas vous répondre, puisqu'on est vraiment sur un secteur, on est vraiment dans des secteurs d'activité spécifiques. On est sur des éléments, des critères qui peuvent entrer en jeu selon si vous êtes en make to stock, en make to order, c'est-à-dire vous fabriquez à la commande. Bah, si vous fabriquez à la commande, il faut maîtriser parfaitement votre processus logistique et supply chain. Bah, vous devriez être proche des 100% vis-à-vis d'une date sur laquelle vous allez vous engager, qui ne sera pas forcément vis-à-vis de la date à laquelle vous demandez votre client. Vous avez une commande, le client vous demande la semaine 15 et vous livrez la semaine 16. Même si vous livrez la semaine 16 et vous engagez semaine 16, vous livrez semaine 16, vous êtes bon, entre guillemets, vous avez 100%. Par contre, vous n'êtes pas à 100% vis-à-vis de la semaine demandée par le client. Voilà. Et là aussi, on va distinguer make to stock, make to order. Si vous ne savez pas livrer quand vous êtes en make to stock, ça veut dire que vous avez pu avoir des ruptures de stock, ça veut dire que vous avez pu avoir une notion d'écart d'inventaire peut-être, de saturation d'activité, un problème de transport. Si vous ne savez pas livrer en make to stock, l'approche est un petit peu différente. Et on est aussi sur des secteurs d'activité, sur des niveaux d'activité qui peuvent avoir une influence directe sur cette partie de qualité de service. Alors, avons-nous d'autres questions? Il ne semble pas. N'hésitez pas en tout cas, vous avez mes coordonnées donc à l'écran. N'hésitez pas donc à nous solliciter si vous avez des questions, que ce soit sur le sujet donc, des indicateurs, que ce soit sur d'autres sujets. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à très bientôt. Passez un bel été et des bons congés pour ceux qui en prennent. À bientôt, au revoir.